Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, une coopération plus renforcée et exemplaire, une coopération diversifiée. C'est la volonté réaffirmée par l'ambassadeur de la Turquie. Le vice-président Timo Komeler s'est entretenu avec la diplomate turque Deniz Erdoğan Barim. Elle a traduit la gratitude de son pays à la Côte d'Ivoire qui a apporté une aide lors des récents séismes. Une visite de travail à Bouaké dans la capitale de la région de Béké. L'État-ministre de la Défense a visité plusieurs casernes des forces armées et de la gendarmerie nationale. Téné Birahim Ouattara se fait une idée des projets de rénovation des camps. C'était aussi une occasion d'échanger avec les troupes. Une opération de recrutement de 2640 jeunes est lancée. Ils vont bénéficier de formations de reconversion, de requalification et d'apprentissage. C'est la mise en œuvre du programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025. Le ministre Mamadou Touré rassure sur la volonté du gouvernement de multiplier les opportunités en faveur des jeunes. En France, le Conseil constitutionnel a validé la réforme des retraites. La première ministre Elisabeth Borne affirme qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. L'intersyndicale a de son côté appelé le président de la République à ne pas promulguer la réforme. Le renforcement et la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie, abordé ce vendredi au palais de la présidence. Le vice-président Timo Komeler a reçu l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire. La Turquie qui salue le soutien apporté à son pays suite au récent séisme. Jérôme Kofi Abolin. La Turquie et la Côte d'Ivoire sur la même longueur d'onde pour parler de leurs relations axées sur une coopération plus renforcée et exemplaire. C'est en tout cas l'essentiel à retenir de la visite effectuée par l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire ce vendredi au palais présidentiel. Comme hôte de la diplomate turque à cette occasion, le vice-président de la République Timo Komeler qui l'a reçu pour ce temps d'échange. On a échangé sur les sujets de coopération réciproque entre les deux pays et dans différents secteurs. On a souligné nos relations qui sont très bon niveau d'amitié. Je remercie encore une fois à propos d'aide, de soutien de Côte d'Ivoire après le séisme qui est survenu dans mon pays. Et nous avons échangé aussi sur des questions économiques, culturelles, l'année de la jeunesse dans les différents secteurs. On a exprimé la volonté d'accroître nos relations. J'ai souligné l'intérêt accru de la part des entreprises turques qui viennent en Côte d'Ivoire. Sans être insensible à l'accueil chaleureux dont elle fait l'objet sur le sol ivoirien, l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire indique qu'elle est reconnaissante aux autorités ivoiriennes, avec à leur tête le président de la République Alassane Ouattara, pour leur disponibilité à contribuer à la réussite de sa mission. Je vous emmène à Yamoussoukro. Depuis hier, la session ordinaire 2023 du Sénat est ouverte. Une cérémonie marquée par le discours du président de l'institution. Pour le patron de la Chambre haute du Parlement, les jeunes représentent le moteur du développement du pays. Jeannot Aoussou Kouadio a invité la jeunesse justement à saisir les opportunités d'insertion socio-professionnelle. Le reportage de Kader Sogodougou. Ces dernières années, le gouvernement ivoirien a dû faire face au retour au bercail de nombreux Ivoiriens en difficulté dans des pays comme le Niger, la Libye ou encore tout récemment la Tunisie. Des vols spéciaux ont été dépêchés pour les rapatrier au pays. Ceux-là ont eu la chance de goûter aux délices du retour à la maison avec toute l'assistance mise en place par le gouvernement. D'autres ont péri en traversant la Méditerranée. Tous ont quelque chose en commun, la jeunesse. À la rentrée 2023 du Sénat, le président de l'institution, Jeannot Aoussou Kouadio, s'est adressé aux jeunes Ivoiriens. La jeunesse est notre présent. Elle est surtout notre avenir, le rempart qui garantit la solidité et la sécurité de notre nation. La jeunesse est notre rempart. Elle est surtout la force motrice de soutien au développement de notre nation. La jeunesse est notre force motrice. Elle est surtout
le gage de la pérennité et de la continuité de notre nation. Elle mérite notre confiance, notre écoute et notre accompagnement sincère. Elle mérite d'être impliquée à toutes les étapes du processus du développement de notre pays. Saisir toutes les opportunités pouvant aboutir à une insertion. Cela doit être une bataille permanente pour les jeunes. Avec le président Alassane Ouattara, la réalisation de vos rêves est possible ici en Côte d'Ivoire pour ceux d'entre vous qui ont besoin de soutien pour développer leurs activités entrepreneuriales. Le gouvernement a mis en place des guichets emploi et des fonds pour les jeunes. Avec le président Alassane Ouattara, la réalisation de vos rêves est possible ici en Côte d'Ivoire. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas connaissance de toutes ces opportunités, le gouvernement vient de mettre en place au titre de l'année de la jeunesse un programme spécial jeune de montant de 361 milliards de francs CFA. Le président de la République, Alassane Ouattara, a placé l'année 2023 sous les signes de la jeunesse. Le gouvernement travaille dans ce sens. Il pourra compter sur le Sénat qui regarde dans la même direction. Signal fort, la plus jeune sénatrice et le plus jeune sénateur, dans le cadre de l'année de la jeunesse, ont reçu chacun un billet d'avion. Ils iront en formation au Sénat de France avec un financement du Sénat de Côte d'Ivoire. Des sénateurs ont donc repris le travail après les vacances parlementaires. Au micro de Kader Sogodogo, ils ont exprimé leur joie de retrouver l'institution. Chaleureuse poignée de retrouvailles. Souris, bon enfant. C'est fini les vacances. C'est jour de rentrer au Sénat, la chambre haute du Parlement. Après 3 mois, les sénateurs sont de retour. Un temps de repos mis à profit pour mener diverses activités. Pendant ces vacances, nous avons mis à profit pour essayer d'être en contact permanent avec les parents, leur expliquer ce que fait le Sénat pour le bien-être de la population et aussi profiter de l'occasion pour prendre le pouls réel de la situation de nos parents afin que pendant cette rentrée, nous puissions en tenir compte dans le cadre de votation des lois. Nous avons voté des lois, tout, il faut aller expliquer ces lois aux parents et leur parler de la vie politique de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous sommes allés faire et tout ça s'est très bien passé. Pour cette reprise, de nombreux défis sont à relever. 2023, ça s'annonce très bien. Nous allons plancher sur tous les bons dossiers, les dossiers électoraux, les dossiers politiques et surtout améliorer les politiques finances. Nous reprenons en forme. Le président a dit que cette année, c'était l'année de la jeunesse. Et nous sommes là pour pouvoir en fait voter toutes les lois. 2023, d'abord, c'est une année des élections. Et surtout une année où nous allons travailler dans le sens de préserver la paix qui nous est chère et faire en sorte que ces élections se passent dans de bonnes conditions. L'année parlementaire qui s'est ouverte ce 13 avril 2023 se refermera en décembre prochain, une semaine avant celle de la Chambre sœur, l'Assemblée nationale, comme le stipule la Constitution. Et dans la Chambre basse, justement, l'on n'oublie pas la contribution d'un ancien vice-président. Ce vendredi, l'Assemblée nationale a eu une pensée pour Paul Akoto Yao, décédé le 16 janvier dernier. Il était ancien ministre, ancien ambassadeur, ex-député de Sakassou. Ses parlementaires, par la voix du vice-président Mamadou Diawara, ont salué la mémoire d'un homme politique de conviction et très engagé. Moussa Konaté. Né le 12 avril 1932, Paul Akoto Yao est décédé le 16 janvier 2023. Il fut député de Sakassou de 1985 à 1995 et ancien vice-président de l'Assemblée nationale. À quelques heures de l'ultime séparation, l'Assemblée nationale lui rend hommage. Le regretté Paul Akoto Yao était un homme de conviction qui a marqué de son empreinte la vie de plusieurs générations d'Ivoiriens dans le domaine de l'éducation nationale par la formation d'une élite au service de la construction de notre nation. Au cours de son passage à l'Assemblée nationale, l'honorable Paul Akoto Yao, de par ses actes, ses prises de parole et envolées lyriques au sein de l'hémicycle, n'a laissé aucun de ses pairs de l'époque indifférent et a contribué au bien-être des populations ivoiriennes. Des propos pour saluer les actes d'un homme politique engagé. La famille du défunt traduit sa reconnaissance à l'ensemble des élus de la nation, avec à leur tête le président Adama Bictogo. Merci pour l'hommage mérité à l'homme
l'État, à votre condisciple, votre frère, votre aîné, Paul Akoto Yao. Il a parcouru pendant des dizaines d'années les jalons de ce hémicycle. Dans ces si douloureux et difficiles moments, se sentir soutenu et accompagné n'a d'égal que la sincérité des marques d'affection et de sympathie que vous nous témoignez. Paul Akoto Yao sera inhumé samedi 15 avril à Sakassou, sa terre natale. Et depuis son décès, les hommages lui sont rendus par plusieurs secteurs, dont l'Assemblée nationale aujourd'hui, et d'une chambre à une autre. Un autre sujet sur la table. Bruno Nabagné-Koné était devant le Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'habitat social, un vrai problème qui exige des solutions d'ensemble. Impliquer les pouvoirs publics, opérateurs immobiliers et acteurs financiers. C'est la principale recommandation faite ce jeudi par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. On le voit dans ce reportage de Lansine Bakayoko. Il a expliqué toutes les réformes en cours. Créer un climat favorable aux investissements privés afin de faciliter aux populations à petits revenus d'accéder à la propriété immobilière. Une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'habitat, adossée à une série de réformes des instruments techniques et financiers dédiés à la production de logements abordables. Des réformes qui devraient donner un coup d'accélérateur au projet d'urgence des 25 000 logements. Cette politique va se renforcer à travers notamment le programme d'urgence que vous évoquez. Nous souhaitons cet appel d'offres qui a été lancé et dont les résultats sont connus depuis une dizaine de jours à peu près. Dans le dispositif qui motive l'optimisme de Bruno Nabagné-Koné, on peut citer entre autres la création du fonds de garantie du logement social ou encore des taxes parafiscales sur certains matériaux de construction, notamment le ciment, le fer à béton et le marbre. Les ressources générées vont permettre d'infléchir les prix, rendant possible le retour à la location-vente et à la location simple. Une séance explicative bien assimilée par Eugène Akawile et son institution. Nous, dans notre position de chambre consultative, appelée donc à donner des avis, appelée à faire des suggestions au nom de la population. Nous avons donc profité de cela pour avoir une bonne communication, pour avoir les informations nécessaires. Et qui mieux que le ministre en charge du programme de logement pouvait le faire. En tout cas, nous sortons satisfaits de tout ce que nous avons pu noter comme éclairage sur la politique du gouvernement en matière de logement social. En Côte d'Ivoire, la résolution de la crise du logement passe par la construction de 600 000 unités annuelles, 400 000 habitants et 200 000 dans le pays profond. Justement, l'actualité, c'est aussi cette visite du ministre d'État, ministre de la Défense dans la région de Bouaké. Bouaké Téné Birahima Ouattara a visité plusieurs casernes des forces armées et de la gendarmerie nationale. Il se fait une idée des projets de rénovation entamés depuis quelques années dans les camps. Cette mission est également le cadre idéal pour galvaniser les troupes. Kader Sogodogo. 3e bataillon d'infanterie Bouaké. C'est ici que démarre la visite de travail du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. En ce premier jour, un état des lieux pour se faire une idée des travaux de réhabilitation. Bureaux, dortoirs, réfectoires, cuisine, tout est passé au peigne fait. Au bataillon d'artillerie sol-sol et au commissariat des armées, l'exercice reste le même. À la place d'armes de la 3e région militaire, les forces sont rassemblées pour écouter leur ministre. Heureux de reprendre ces importantes rencontres avec les soldats. Je voudrais particulièrement vous féliciter pour votre posture professionnelle ici à Bouaké. Il n'est de secret pour personne que dans un passé récent, Bouaké était considéré comme le foyer de toutes les tensions dans les armées. Aujourd'hui, Bouaké est cité en exemple en matière de discipline et de bon comportement de nos militaires. Pour la deuxième journée, la visite commence par la gendarmerie nationale. Voir, toucher du doigt, comprendre et rectifier le tir. Le ministre d'État, ministre de la Défense, sillonne également l'escadron de gendarmerie communément appelé Camp Commando d'Amiansou, le bataillon du génie militaire et ses différents ateliers,
Une opération immobilière qui pourrait accueillir des militaires, la base aérienne qui a connu une accélération au niveau des travaux grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. 2 jours de visite qui vont s'achever à l'École nationale des sous-officiers d'actifs, ENSOA. Nous avons des réhabilitations qui ont commencé à des niveaux intéressants, qui ont été réalisés, mais qui dans d'autres cas aussi ont besoin d'être poursuivis. Et nous allons nous atteler à cela, parce que le président de la République nous a donné des instructions fermes à faire en sorte que nos hommes soient dans les meilleures conditions de vie. Pour cette mission de Bouaké, Téné Birahima Ouattara était accompagné de plusieurs généraux, des officiers supérieurs de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie nationale. Des dispositions sont également en cours en faveur des jeunes. 2640 vont bénéficier des formations de reconversion, de requalification et d'apprentissage. Cette opération vise à poursuivre les activités du programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, a procédé au lancement officiel de l'opération. Serge Parcom, Didi, Jean-Marc Djadji. Depuis ce mercredi 12 avril, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique procède au recrutement de 2640 jeunes. Ces formations rentrent dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle des activités du programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025. Il s'agit des formations dans les domaines du BTP, c'est-à-dire bâtiments et travaux publics, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du froid, dans le domaine de la maintenance, de la mécanique, de la construction métallique du secteur industriel, de l'esthétique et enfin de l'agro-pastoral et de l'entrepreneuriat agricole. Et le second volet concerne les formations de reconversion et de qualification. Les domaines sont les designers, le volet de la maintenance d'ascenseurs, les techniciens en gestion intelligente des mouvements d'énergie, les distributions de produits pétroliers, les opérateurs de production d'usines, les agents de vente et enfin les conseillers clientèle en bas et assurance. Les inscriptions vont s'étendre sur 2 semaines sur le site de l'agence Emploi Jeune, les agences régionales de l'agence Emploi Jeune et dans les guichets emploi installés dans les locaux des mairies. Ces formations vont s'étendre sur la période de 3 et 6 mois, voire 9 mois, en fonction du type d'activité. En fonction donc des domaines dans lesquels ils sont formés, ces jeunes donc, auront donc un emploi après donc, leur formation. Après ces 2640, nous nous préparons à lancer donc 3000 offres de formation donc, dans les prochaines semaines. Tout cela rentre aussi dans le cadre de l'école de la deuxième chance. À l'instar du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, les ministères de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, celui de la communication et de l'économie numérique et plusieurs autres sont associés à ces formations. Ce sont au total 15 016 jeunes qui seront formés sur la période de 2023 à 2025. Dans l'actualité politique, près de 352 000 personnes enrôlées. C'est le bilan à mi-parcours de l'opération d'identification des militants du RHDP dans le cadre du projet e-militant. Ce point était à l'ordre du jour de la 14e réunion du directoire. La rencontre s'est aussi penchée sur la proclamation très prochaine de la liste des candidats retenus pour les élections locales. Moussa Konaté. Le e-militant. 6 mois après la mise en œuvre de cette opération d'identification des militants du RHDP, le directeur du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix fait le bilan à mi-parcours. Le directoire note qu'au 13 avril 2023, 351 357 militants du parti ont été enrôlés dans la base de données. 200 212 fiches d'adhésion de militants ont fait l'objet de validation par le secrétariat exécutif adjoint en charge de l'organisation, de l'implantation et des adhésions. Ces fiches ainsi validées permettront l'édition des premières cartes de militants. Les nouvelles nominations au sein du parti, la question de la proclamation des candidats retenus pour les élections municipales et régionales était également à l'ordre du jour de cette réunion du directoire. Les rapports des commissions centrales et des commissions régionales d'arbitrage ont été soumis pour examen et décision par le directoire au présidium présidé par le président du parti. Les listes définitives des candidats du parti aux prochaines élections locales seront ainsi publiées
dans les tout prochains jours. Le directoire a félicité le président du parti, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour les réajustements intervenus dans l'organisation du parti. La liste, la composition et l'organisation des instances du parti ont fait l'objet de changements importants qui ont été rendus publics ce jeudi 13 avril 2023. Cette rencontre marque la 14e séance de travail du directoire du RHDP. Et l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire a procédé à l'investiture des coordonnateurs régionaux du district des Savanes à Korogo. Ces coordonnateurs dans les régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo ont été mis en mission. L'objectif est de former les jeunes leaders sur les valeurs libérales et promouvoir leur réflexion sur toutes les questions du libéralisme en Côte d'Ivoire. Ami Sissoko. Les ambassadeurs du libéralisme des régions de Bagoué, Poro et Tchologo, au nombre de 3, ont été investis à Korogo par l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire, OJLCI, avec l'appui de la Fondation Friedrich Naumann. L'objectif de l'OJLCI est de former davantage les jeunes leaders sur les valeurs libérales et de créer un cadre de réseautage entre les jeunes du district des Savanes et d'autres jeunes leaders du pays et même au-delà. Ils s'inscrivent tous dans la vision du président national, M. Idriss Ouattara, qui nous instruit à faire du libéralisme dans le district de Savane une réalité et une priorité pour la jeunesse. Cette cérémonie d'investiture s'inscrit dans le cadre du déploiement du programme ambassadeur du libéralisme, selon Idriss Ouattara, le président de l'OJLCI. Nous avons constaté un certain nombre de choses à côté de nous au Burkina, en Guinée, au Mali. Est-ce qu'on doit s'asseoir les bras croisés? L'Organisation des jeunes libéraux a décidé de prendre les taureaux par les cornes, de commencer à former ces jeunes, identifier les jeunes, les éléments de langage pour affronter ces fléaux qui sont en train de miner aujourd'hui l'Afrique et même partout dans le monde. Premier président et fondateur de l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, s'est appesanti sur les 4 valeurs qui fondent le libéralisme, à savoir la liberté, la démocratie libérale, l'économie du marché et le droit de justice. Le libéralisme peut être vu comme une approche qui encourage l'innovation, la créativité, l'entrepreneuriat et qui donne aux jeunes la liberté de poursuivre leurs propres aspirations et intérêts. Le choix du libéralisme fait par les jeunes ambassadeurs a été salué par le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, et le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, co-président de la cérémonie. Investir dans le développement des capacités des jeunes est donc essentiel pour garantir l'avenir social, politique et économique de notre pays. On comprend dès lors aisément la décision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Vous êtes ceux qui vont reprendre un jour le flambeau du développement de notre pays. Vous êtes le futur de cette société ivoirienne qui, de tout temps, a fait du libéralisme le socle de son développement, l'idéologie au-dessus de toutes les autres. Cette cérémonie a été marquée par un panel portant sur les causes du recul de la démocratie en Afrique de l'Ouest. On reste dans le district des Savanes. Le ministre Adama Diawara s'est rendu dans la région du Tchologo. Il a sillonné la sous-préfecture de Diawala et la ville de Wangolo pour une opération de dons en vivres et en équipement bureautique. Le reportage de Khalid Diomandé, Mamadou Kwasi. Diawala, sous-préfecture située dans la région du Tchologo, à plus de 600 km d'Abidjan. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, natif de la localité, vient matérialiser ici une vision chère au président de la République, Alassane Ouattara, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Pour ce retour à sa terre d'origine, Adama Diawara met les petits plats dans les grands. Il offre une cargaison de vivres et 3 150 000 francs CFA en vue de satisfaire aux besoins des couches vulnérables de Diawala. Vraiment, je suis très ravie du geste du ministre. Le fait de quitter plus de 800 km, venir vers nous à Diawala, vraiment c'est déjà un grand pas. Après Diawala, le ministre Adama Diawara poursuit ses actions de solidarité à Wangolo. 12 ordinateurs, 12 imprimantes multifonctions et autres équipements bureautiques sont remis au conseil régional,
aux préfectures, sous-préfectures et à la mairie de Ouangolo. Les dons que nous avons reçus, je pense que c'est toute la population qui va bénéficier. Donner un ordinateur à un conseil municipal, à la mairie de Ouangolo-Dougou, vous voyez, c'est les extraits de naissance de tout le monde que nous allons faire avec ces ordinateurs. Nos besoins, bien entendu, sont toujours énormes. Et cette contribution de M. le ministre à notre endroit vraiment soulage énormément nos besoins. De sorte qu'avec ce matériel, la préfecture sera davantage opérationnelle à divers niveaux. Voir ces populations soulagées procure une double satisfaction au ministre Adama Diawara. Satisfaction d'avoir déployé le programme social du gouvernement dans ces localités reculées du pays et surtout d'avoir apporté son soutien à sa communauté. C'est notre contribution à notre niveau pour aider le chef de l'État à faire en sorte que la Côte d'Ivoire solidaire soit une réalité sur le terrain. Le président du conseil régional du Kyologo, Téné Birahima Ouattara, s'est également associé à cet élan de solidarité. Par l'entremise du ministre Adama Diawara, il a offert une importante quantité de denrées alimentaires aux populations. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le mardi 18 avril 2023, le lendemain de la nuit du destin, Laylatul Qadr est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et en cette période de Ramadan, mois de pénitence, mais également de partage et de solidarité, le conseiller technique du président de la République, Lassina Ouattara, assiste les populations vulnérables dans la commune d'Abobo. Il vient de procéder à la remise de vivres. Le donateur a rendu visite à des chefs de famille démunis et une association de plus d'une cinquantaine de veuves. On le voit avec Walter Amadou Ouattara. Il aura réussi à apporter un tant soit peu de la joie dans ce quartier d'Abobo dénommé Derrière Pont. Une cinquantaine de veuves réunies en association reçoit des kits individuels et des sacs de riz. Au nom du président de la République Alassane Ouattara et de Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, le donateur du jour, Lassina Ouattara, conseiller technique du président de la République, apporte un soutien en ce mois de Ramadan, période de pénitence, mais aussi de solidarité. Ça nous serait utile parce que le mois de jeûne n'est pas facile. Il y a d'autres qui n'ont pas les moyens et puis il y a plein de veuves. Donc vraiment pour ce geste qui vient de nous faire, nous sommes vraiment très contents. S. Charretier, malgré son âge, ce vieillard connaît de meilleures conditions de vie aujourd'hui. Grâce aux généreux donateurs, il s'acquitte de 10 mois de loyer, dont 5 impayés. En 1948, avant j'étais autre, je pousse autre, mais maintenant j'ai laissé autre là. C'est là qui m'a aidé. Ouais. Deux mères, chefs de famille, dont l'une non musulmane, au carrefour mauritanien, toujours dans la commune d'Abobo, sont des heureuses bénéficiaires de cette caravane de la solidarité. Mon fils, l'ASPR pense à moi. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais même pas ce que je vais dire à le président. Je ne sais pas ce que je vais dire à Alassane. Le président qui me supporte jusqu'à 2 ans aujourd'hui. Dans le cadre du programme gouvernemental Côte d'Ivoire solidaire, l'initiateur de la caravane de solidarité l'ASPR se propose d'être davantage proche des populations démunies. Partager encore, comme je fais ça chaque année, c'est important pour moi parce que actuellement, je venais en appui de ma grande sœur, le ministre d'État Kandia Camara, maire d'Abobo. Abobo, c'est un quartier qui a la population. Il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Et je tenais à dire merci au président de la République, merci à la première dame, Maman Dominique Ouattara, parce que grâce à eux aujourd'hui, j'arrive à partager. Ce sont ainsi plus de 10 000 kits alimentaires qui seront distribués à Abidjan et à Korogo par le conseiller technique du président de la République. Hors du pays, la ministre de la Culture et de la Francophonie est en mission de travail à Paris, en France. Françoise Remarque a échangé avec des responsables de l'Agence française de développement et de l'UNESCO. Ces deux organisations ont promis d'appuyer la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de sa politique des industries culturelles créatives. Envoyés spéciaux dans la capitale française, Issa Tionayo, Ulrika Dangon.
La ministre de la Culture et de la Francophonie à l'AFD, Agence française de développement, Françoise Roumaque, qui est en visite de travail à Paris, a présenté les potentialités culturelles de la Côte d'Ivoire. Une grande satisfaction d'avoir pu échanger sur les projets que nous allons développer avec l'AFD. Bien sûr, très heureuse aussi de savoir pouvoir compter sur à la fois l'expertise financière, mais l'expertise technique. Puisque, comme vous le savez, l'AFD agit sur différents territoires et donc bénéficier aujourd'hui de toute cette expertise afin d'accompagner notre politique ambitieuse, politique qui est aujourd'hui en liaison avec la vision du chef de l'État, cette vision qui doit aussi accompagner notre jeunesse et qui doit aussi accompagner le secteur de la culture comme étant un secteur pourvoyeur d'emplois. Des responsables de l'AFD, visiblement séduits par l'ambitieux programme culturel du pays. La coopération est excellente et on a de belles opportunités dans les années qui viennent pour développer encore plus cette coopération, notamment grâce donc à ce contrat de désendettement et de développement qui prévoit une enveloppe financière conséquente pour la culture, 17 millions d'euros. Donc c'est une très belle opportunité pour pouvoir travailler sur la feuille de route et la vision que la ministre nous a présentée. Bien avant l'AFD, la ministre Françoise Roumaque s'est entretenue pour une seconde fois avec des responsables de l'UNESCO qui se disent également fascinés par la feuille de route du ministère de la Culture et de la Francophonie. La Côte d'Ivoire a un plan très ambitieux vis-à-vis de la culture, la sauvegarde du patrimoine, les relations qui s'établissent justement de la protection des artistes, de la valorisation des savoir-faire, la formation et l'éducation comme pilier central pour la jeunesse et la création d'emplois de qualité. Donc je crois que la Côte d'Ivoire a démontré effectivement qu'il y a une feuille de route très claire. Faire de la culture un secteur pourvoyeur d'emplois et capable de soutenir l'économie du pays. Françoise Roumaque profite de cette séance de travail pour afficher clairement ses ambitions. Et nous savons tous que la culture peut apporter de manière structurelle des emplois à nos jeunes, peut aussi apporter une transformation de notre secteur et avoir à nos côtés l'UNESCO pour accélérer ce mouvement est fondamental. Et c'est pour cela que nous avons eu plusieurs séances de travail pour avoir bien sûr l'appui de l'UNESCO en matière de savoir-faire, d'expertise, en matière aussi de reconnaissance du patrimoine ivoirien. Ces différentes séances de travail sont l'occasion pour Françoise Roumaque de montrer que les jeunes sont au cœur de toute la dynamique de l'évolution du secteur culturel en Côte d'Ivoire. La 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anou Mambo va se dérouler à Abidjan et à Bouaké du 25 au 30 avril 2023. Avant cette date, Gaou Productions, initiatrice de l'événement, refait confiance à la RTI. Vous le savez, c'est le diffuseur officiel. Vous pourrez donc suivre toutes les articulations de ce grand rendez-vous international sur nos antennes. Ce cadre de collaboration apporte satisfaction aux deux parties. Une convention vient d'être signée par le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, et Salif Traoré, commissaire général du FEMUA. Dans le reste de l'actualité, le Conseil constitutionnel a validé ce vendredi la réforme des retraites en France. La première ministre Elisabeth Borne a réagi sur Twitter, affirmant, je cite, qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. La décision du Conseil constitutionnel a été accueillie par des huées sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris, où plus de 3000 personnes étaient rassemblées. L'intersyndical a de son côté appelé le président de la République à ne pas promulguer la réforme. Quelques heures avant la décision des sages, le président de la République avait invité les syndicats et le patronat à l'Élysée le mardi. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h ce soir. Le sage nous apprend que les pieds ne se plaignent pas quand ils savent que ce que l'on transporte va aussi les soulager. Dieu le voulant, on se retrouve demain.